Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Aucun missile, aucune invasion. Seulement un piège si précis que l'Iran a commencé à se déchirer de l'intérieur. Les États-Unis n'ont pas tiré un seul missile. Ils n'ont pas déployé de troupes au sol. Ils n'ont pas lancé de campagne aérienne. Ils n'ont fait aucune des choses que la logique militaire conventionnelle aurait prescrites contre un régime qui a fermé la voie maritime la plus importante du monde et a défié Washington de répondre. À la place, ils ont fait quelque chose de bien plus dévastateur. Ils ont attendu. Et pendant qu'ils attendaient, quelque chose a commencé à se produire à l'intérieur de l'Iran. Quelque chose qu'aucune force militaire extérieure n'aurait pu provoquer, qu'aucun régime de sanctions n'aurait pu produire, qu'aucune campagne de pression diplomatique dans l'histoire de ce conflit n'avait jamais même approché. L'Iran a commencé à se détruire lui-même. Pas lentement, pas subtilement, mais visiblement, violemment. Des soldats ont abandonné leur poste par groupe. Les manifestations ont embrasé des dizaines de villes en même temps. Deux forces armées à l'intérieur du même pays ont refusé d'envoyer des ambulances aux blessés de l'autre camp. Un ministre des Affaires étrangères a été traité de stupide à la télévision d'État par les médias de sa propre armée. Un guide suprême gisait dans le coma. Les généraux, les diplomates et le peuple iranien tiraient tous dans des directions complètement opposées au même moment. Le piège que les États-Unis ont construit à Hormuz n'était pas conçu pour vaincre l'Iran de l'extérieur. Il était conçu pour pousser l'Iran à se vaincre lui-même de l'intérieur. Et il fonctionne d'une manière plus complète, plus rapide et plus dévastatrice sur le plan structurel que quiconque à Washington ne l'avait publiquement prédit. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran en ce moment n'est pas une crise gouvernementale. Ce n'est pas un différend politique. Ce n'est pas une posture de négociation destinée à arracher de meilleures conditions aux Américains. C'est une guerre civile menée dans les couloirs plutôt que dans les tranchées, pour l'instant. Mais une guerre civile tout de même. Et l'horloge qui en marque la fin est déjà en marche. C'est le moment où la politique au mégaphone, façon Trump, exigerait normalement des feux d'artifice d'abord et des explications plus tard, parce que la patience ne fait pas très spectaculaire sur un écran de meeting. Pour comprendre le piège, il faut comprendre son architecture. Ce que les États-Unis ont construit à Hormuz n'est pas un blocus conventionnel. C'est une arme en 3 dimensions. Et la dimension la plus dévastatrice n'est pas celle des navires de guerre. La première couche est militaire. Les navires sont arrêtés. La supériorité navale est écrasante et incontestée. Les groupes aéronavals américains, les destroyers, les sous-marins, les drones de surveillance et les avions de patrouille maritime ont transformé le détroit et les eaux au-delà en zone de domination américaine totale que ce qui reste de la capacité navale iranienne ne peut pas contester. Cette couche est réelle, elle est efficace et elle produit les conséquences physiques du blocus. La deuxième couche est économique. Le pétrole ne peut pas quitter l'Iran. Le carburant raffiné ne peut pas y entrer. Les revenus qui financent l'État iranien, le budget du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, les réseaux de mandataires, les salaires des soldats, les subventions gouvernementales qui maintiennent le fragile contrat social entre le régime et la population, tout cela est coupé simultanément. L'Iran exportait 1 850 000 barils de pétrole par jour avant le début du blocus, générant environ 150 millions de dollars de revenus quotidiens. Ces revenus sont maintenant à zéro. Les réservoirs de stockage se remplissent vers leur capacité maximale. L'horloge géologique menant à l'arrêt des puits est en marche. Les dégâts économiques s'aggravent à chaque heure. Mais la troisième couche est celle qui rend ce blocus historiquement unique, et c'est celle contre laquelle les factions du régime ne peuvent pas se défendre, parce qu'elles n'attaquent pas de l'extérieur. Elles attaquent de l'intérieur. Les États-Unis ont gardé Hormuz ouvert pour tout le monde, sauf pour l'Iran. Le pétrole saoudien circule, le pétrole émirati circule, le pétrole qatari circule. Le transport maritime commercial traverse le détroit sous protection navale américaine. L'économie mondiale est largement épargnée. Le commerce mondial continue. L'argument humanitaire sur lequel l'Iran comptait, l'argument selon lequel fermer ou contrôler Hormuz créerait une pression internationale sur Washington pour le forcer à reculer parce que le monde a besoin de cette voie maritime, s'est effondré immédiatement lorsque les États-Unis ont simplement ouvert le détroit pour tous les autres et laissé l'isolement retomber entièrement sur Téhéran. Une salle de presse pro-Trump appellerait probablement cela « simple », ce qui est un mot très généreux pour une stratégie qui compte plus de pièces mobiles que la plupart des slogans de campagne ne peuvent en supporter. Chaque réponse iranienne possible aggrave la situation. Si l'Iran tente de fermer davantage le détroit, les États-Unis l'ouvrent. Si l'Iran mine les eaux, les États-Unis déminent et resserrent le blocus des ports. Si l'Iran tire sur des pétroliers, les États-Unis saisissent des navires liés à l'Iran dans les eaux internationales et démontrent qu'il n'existe pas d'océan assez profond pour échapper à l'interdiction américaine. Si l'Iran négocie, le CGRI qualifie cela de trahison. Si l'Iran refuse de négocier, l'horloge économique arrive à son terme avant que la fenêtre diplomatique ne s'ouvre. Voilà le piège. Quoi que fasse l'Iran, il perd. Quoi qu'il ne fasse pas, il perd. Et les États-Unis le comprennent avec une froide clarté stratégique qui se reflète dans le choix tactique le plus puissant de Washington. Ils ne se pressent pas. Ils attendent.
Cela seul rendrait mal à l'aise la mythologie tapageuse du grand négociateur, parce que cette stratégie fonctionne précisément en refusant de transformer chaque heure en tour d'honneur télévisé. Parce que chaque jour qui passe sans résolution fait monter la pression à l'intérieur de l'Iran et réduit les options dont dispose le régime, le piège n'a pas besoin d'être resserré. Il a seulement besoin d'être maintenu. Et c'est exactement ce que fait la marine américaine. Ce piège a produit à l'intérieur de l'Iran une fracture si complète que le régime a cessé de fonctionner comme un seul pays. 3 pouvoirs, 3 stratégies, 3 plans de survie. Aucun n'accepte les autres. Le premier pouvoir est le CGRI, dirigé par le commandant Ahmad Vahidi, un homme dont l'histoire personnelle comprend une responsabilité de commandement dans des attentats et des assassinats allant du Liban à Buenos Aires, qui fait l'objet d'une notice d'Interpol venue d'Argentine, et qui a été nommé à la tête des gardiens de la Révolution le 1er mars, dans des circonstances qui révèlent tout sur les priorités de la faction dure. La position de Vahidi est absolue. La guerre doit continuer. L'escalade doit se poursuivre. Les négociations doivent être rejetées. Toute ouverture diplomatique est une trahison. Mais la position de Vahidi est plus qu'extrême sur le plan idéologique. Elle est existentielle sur le plan institutionnel. Le CGRI n'est pas simplement une armée. Il contrôle environ 30 à 40% de l'économie intérieure de l'Iran. Entreprises de construction, réseaux de télécommunications, contrats pétroliers, opérations bancaires, ports, aéroports. C'est un empire économique bâti depuis 45 ans en utilisant la légitimité révolutionnaire de l'organisation comme couverture pour l'accumulation d'un pouvoir commercial qui serait impossible sans le récit de conflit, justifiant la domination du CGRI. Sans ennemis extérieurs, sans conflit actif, sans doctrine de l'économie de résistance qui dit aux Iraniens que le sacrifice est nécessaire et que le rôle du CGRI est de les protéger contre des ennemis de tous les côtés, l'empire économique du CGRI devient une question politique. Pourquoi une organisation militaire contrôle-t-elle des banques? Pourquoi détient-elle des contrats de télécommunications? Pourquoi gère-t-elle des opérations portuaires? Ces questions n'ont pas de réponse confortable en temps de paix. Elles n'ont de réponse défendable que dans le cadre d'une lutte révolutionnaire permanente. La paix n'est pas seulement un désaccord politique pour le CGRI. C'est une menace existentielle pour l'architecture institutionnelle, qui a fait des gardiens de la Révolution l'acteur non étatique le plus riche et le plus puissant de l'histoire iranienne. Ainsi, Vahidi appelle à l'escalade depuis une position de crédibilité qui s'effondre parce que la propre opération du CGRI pour briser le blocus a échoué en 20 minutes. Les forces navales iraniennes ont tenté de défier la présence américaine et ont été neutralisées sans résistance significative. La dissuasion que l'Iran avait passé des décennies à construire dans le détroit, les essaims de vedettes rapides, les missiles côtiers, la capacité de poser des mines, tout cela a été testé face à une véritable puissance navale américaine et jugé catastrophiquement insuffisant. Et les tenants de la ligne dure appellent maintenant à l'escalade depuis l'intérieur d'une organisation dont le propre personnel reste sans salaire, parce que les lignes de revenus qui le finançaient ont été coupées. Un empire militaire, dont les soldats ne sont pas payés, n'est pas une institution en position de gagner une guerre. C'est une institution au premier stade de l'effondrement interne, déguisée dans le langage de la résolution révolutionnaire. Le deuxième pouvoir est l'aile diplomatique et présidentielle, le président Pezeshkian, le ministre des Affaires étrangères Arakchi, le président du Parlement Ghalibaf, et ils se battent pour leur survie. Dans le style médiatique pro-Trump, c'est ici qu'une opération effondrée est rebaptisée fermeté stratégique, de préférence avant que quelqu'un demande ce qui s'est passé à la 21e minute. Le 20 avril, Pezeshkian a fait une déclaration publique qui a frappé l'intérieur du régime comme une détonation. Si le conflit continue, l'Iran fera face à une crise massive de reconstruction. Pas de financement, pas de stabilité des marchés, des infrastructures en ruine, des dommages de guerre évalués à 270 milliards de dollars, des infrastructures sidérurgiques, pétrochimiques et énergétiques gravement endommagées, les zones industrielles d'Ispahan frappées, les infrastructures portuaires de Boucher et de Bandar Abbas dégradées, la monnaie à son plus bas niveau historique. Puis est venue la phrase qui a transformé une déclaration politique en quelque chose qui ressemblait presque à un acte révolutionnaire dans le contexte d'un régime qui n'a jamais publiquement reconnu les conséquences de ses propres décisions. La vérité doit être dite au peuple, sinon la confiance envers le gouvernement s'érodera complètement. Pour les tenants de la ligne dure, ce n'était pas une divergence politique, c'était un changement de camp. Parce que si la vérité sur ce que cette guerre a coûté est dite, il n'y a aucun moyen d'expliquer pourquoi la guerre devrait continuer. Il n'y a aucun moyen de maintenir le chiffre de 87% de soutien à la guerre que la télévision d'État présente sans nommer un seul organisme de sondage, sans citer une seule source de données, sans fournir la moindre méthodologie, tout en s'attendant à ce qu'une population traumatisée l'accepte comme un fait établi. Ghalibaf est allé plus loin. Lors d'une réunion avec des conseillers, rapportée en exclusivité par Iran International, le président du Parlement a décrit des figures de haut rang alignées sur le CGRI comme des acteurs extrêmes de type milicien qui détruiront l'Iran.
Il a dit que la télévision d'État était mobilisée contre les négociations. Il a exprimé sa crainte d'être démis de ses fonctions. Il craignait qu'Arakchi soit lui aussi écarté. Le chef du Parlement iranien, officiellement l'une des figures les plus puissantes de la République islamique, a peur d'être renversé par l'organisation qu'il est censé aider à gouverner. La logique du sondage ici a le parfum familier du théâtre politique. Annoncer un chiffre énorme, oublier la méthode et espérer que les applaudissements couvrent l'arithmétique. Arakchi a annoncé le 17 avril qu'Ormuz était ouvert à tous les navires commerciaux. Il tentait d'envoyer un signal de souplesse aux partenaires internationaux, de créer l'espace diplomatique pour un deuxième cycle de pourparlers à Islamabad, de démontrer que le gouvernement était capable d'offrir quelque chose. Le CGRI a ouvert le feu sur des pétroliers le même jour. La télévision d'État a traité Arakchi de stupide en public, à l'antenne, en le nommant. Un ministre des Affaires étrangères publiquement humilié par les médias de sa propre armée pendant qu'il mène des fonctions diplomatiques officielles, ce n'est pas un gouvernement traversé par des tensions internes. C'est un gouvernement qui a cessé de fonctionner comme une entité unifiée dans tout sens opérationnel réel. Mais la faction que le régime craint le plus est la troisième. Elle ne se réunit pas dans les couloirs. Elle ne publie pas de déclarations diplomatiques ni de communiqués du CGRI. Elle attend dans des files d'essence qui s'étendent sur des pâtés de maison. Elle ferme des commerces qui ne peuvent plus obtenir de stock parce que les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Elle conduit des camions immobilisés sur les routes parce que le carburant raffiné est indisponible ou inabordable. Elle scande mort aux dictateurs dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Shiraz et de dizaines d'autres villes en même temps. C'est le peuple iranien, et sa patience s'est épuisée depuis longtemps. Le contrat social iranien, l'arrangement tacite qui a permis au régime de garder le contrôle pendant 45 ans, a toujours été fondamentalement économique plutôt qu'idéologique. Ce n'était pas la démocratie, mais c'était l'essence bon marché. Ce n'était pas la liberté, mais c'était du pain sur la table. Ce n'était pas la dignité, mais c'était la satisfaction des besoins de base en échange de la conformité politique. Le blocus a déchiré ce contrat. Pas d'essence, pas de diesel, des coupures de courant quotidiennes. Une inflation qui dépasse la croissance des salaires. Des produits essentiels qui deviennent inabordables. Des usines qui ferment parce que les approvisionnements en énergie ont été coupés. Des génératrices d'hôpitaux qui manquent de carburant. L'Iran est le 4e plus grand producteur de pétrole au monde. Des fils se forment aux stations-service parce que l'Iran ne peut pas raffiner suffisamment de son propre brut pour répondre à la demande intérieure. Et les importations de carburant raffiné qui comblaient cet écart ne peuvent plus passer. L'absurdité de cette image, un Iran riche en pétrole avec des stations-service vides, frappe le nerf politique le plus sensible du régime, parce qu'elle rend le coût des choix du CGRI visible et indéniable pour chaque Iranien qui rejoint une file d'essence. Aucun slogan, aucune signature surdimensionnée et aucune promesse en lettres dorées ne peuvent remplir une file d'essence une fois que la logistique s'est brisée. La géographie des manifestations a changé d'une manière stratégiquement critique pour la capacité de répression du régime. En 2009, le soulèvement était concentré à Téhéran. En 2019, les points chauds étaient des villes précises déclenchées par un choc sur le prix de l'essence. Le modèle de répression du CGRI avait été conçu pour des troubles urbains concentrés. Masser les forces dans les villes problématiques, rétablir l'ordre par une présence écrasante, puis gérer les suites par des arrestations, des procès et un message contrôlé. Ce modèle se brise face à ce qui se passe maintenant. Les manifestations éclatent simultanément dans des dizaines de villes, des grands centres urbains jusqu'aux villes provinciales qui n'avaient jamais figuré dans les vagues précédentes de protestation. Le régime ne peut pas réprimer partout à la fois. Pendant qu'il écrase une ville, une autre s'enflamme. Pendant qu'il déplace des forces vers une autre province voit des foules se former. On demande au CGRI de mener simultanément une guerre qu'il est en train de perdre, de gérer une fracture interne avec le gouvernement qui consomme son énergie institutionnelle, de payer des soldats qu'il ne peut pas actuellement se permettre de payer, et de réprimer un soulèvement populaire plus vaste et plus dispersé géographiquement que tout ce qu'il a affronté depuis la Révolution. Il ne peut pas faire les quatre. Et celle qu'il choisit de prioriser, le maintien de la machine de guerre, est celle qui accélère les trois autres. Et puis il y a la dimension militaire qu'aucune émission de télévision d'État n'a abordée et qui représente peut être le développement le plus alarmant sur le plan structurel dans toute cette crise. L'Iran a deux armées. Elles se détestent depuis 45 ans. L'Artesh est la force militaire conventionnelle de l'Iran, héritée de l'époque du Shah, composée par la conscription obligatoire de soldats, dont l'engagement idéologique envers la République islamique est souvent limité et dont l'identité institutionnelle précède entièrement la révolution. Le régime n'a jamais fait confiance à l'Artesh. Après 1979, il a créé le CGRI précisément parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à une armée conventionnelle qu'il n'avait pas bâtie sur des fondations idéologiques. Pendant 45 ans, le CGRI a été traité comme une force de première classe. Les meilleures armes, les meilleurs salaires, les meilleurs hôpitaux, un accès privilégié aux contrats économiques et aux possibilités commerciales qui ont rendu les officiers des gardiens de la Révolution riches d'une manière que leurs homologues de l'Artesh ne peuvent pas approcher.
Les soldats de l'Artèche ont été traités comme des citoyens de seconde zone au sein de la structure militaire de leur propre pays, enrôlés de force au service d'une révolution qu'ils n'avaient pas choisie et rémunérée en conséquence. Ce ressentiment a maintenant atteint un point de rupture dans des conditions qui l'exposent avec une brutalité maximale. Les unités de première ligne de l'Artèche, subissant des pertes importantes sous les bombardements, ont demandé une évacuation médicale et un accès aux hôpitaux auprès des forces du CGRI opérant sur le même théâtre. Le CGRI a refusé. En invoquant des pénuries d'ambulances et des contraintes d'approvisionnement en sang, le personnel des gardiens de la Révolution a refusé de transporter des soldats blessés de l'Artèche vers les installations médicales du CGRI. Des soldats de l'Artèche meurent de blessures qui pourraient être soignées. Des forces du CGRI ayant accès à des infrastructures médicales les regardent mourir en invoquant la logistique. Ce n'est pas une organisation militaire sous tension. Ce sont deux forces armées devenues ennemies tout en portant les uniformes du même pays. La situation matérielle confirme la profondeur de l'effondrement. Certaines unités de première ligne reçoivent 20 cartouches pour 2 soldats, 20 cartouches au total. Une arme automatique tire 10 cartouches par seconde. La puissance de feu combinée de 2 soldats dure 2 secondes de tir soutenu. Des unités rapportent des opérations sans accès fiable à l'eau potable ni à une nourriture adéquate. Des groupes de soldats, officiellement membres d'une armée qui a revendiqué pendant des décennies une domination régionale et une capacité de dissuasion, sont affamés, assoiffés et pratiquement désarmés. Même la marque la plus bruyante de force maximale s'effondre vite quand le calcul des munitions dure 2 secondes. Les unités de missiles du CGRI, les joyaux de la couronne du régime, les forces les mieux dotées et les plus fiables idéologiquement dans l'architecture militaire iranienne, connaissent des pannes d'équipements de communication et des pénuries d'approvisionnement de base. La réponse du commandement à cela a révélé ses priorités. Les composants techniques nécessaires à l'entretien des systèmes de missiles sont livrés. La nourriture et l'équipement personnel pour les troupes qui opèrent ces systèmes ne le sont pas. La machine doit être maintenue. Les soldats peuvent avoir faim. Cette philosophie de commandement, exprimée dans des décisions logistiques que chaque soldat de ces unités peut voir, ressentir et interpréter, produit un résultat prévisible. La désertion massive. Pas des soldats isolés qui font des calculs privés et s'éclipsent dans la nuit. Des groupes, des formations. Des soldats abandonnent des bases et cherchent refuge dans des villes voisines en nombre assez important pour constituer un phénomène militaire plutôt qu'un problème disciplinaire. Le régime a tenté une mobilisation de réservistes pour remplacer les pertes. Le résultat a été décrit par des sources informées comme un fiasco complet. La plupart de ceux qui ont été appelés ne se sont pas présentés. Certains ont utilisé l'ordre de mobilisation comme un signal pour prendre leur famille et se diriger vers les régions frontalières. L'ordre de venir se battre a produit des gens qui se dirigeaient vers la sortie. Quand l'ordre de mobilisation d'un pays accélère la migration civile, l'autorité de l'État sur sa propre population a atteint un seuil terminal. Et les manifestations elles-mêmes ont commencé à cibler la division que vivent les soldats de l'Artèche. Les chants « L'armée est avec le peuple » qui montent des foules dans plusieurs villes ne sont pas simplement une expression d'espoir. Ce sont des communications directes au commandant de l'Artèche. C'est une invitation. C'est la population civile qui demande à l'armée conventionnelle, celle dont le régime ne s'est jamais méfié, celle qui a été traitée comme une force de seconde classe pendant 4 décennies, celle dont les blessés sont laissés à mourir par le personnel des gardiens de la Révolution, invoquant des pénuries d'ambulances, de faire un choix. Cette question, une fois posée assez fort, assez publiquement et assez largement sur le plan géographique, ne peut plus être tirée. Chaque commandant de l'Artèche qui entend ces chants fait un calcul que le régime ne peut pas contrôler et ne peut pas surveiller avec assez de précision pour l'intercepter. Si ce calcul bascule, si assez d'officiers de l'armée conventionnelle décident que la survie du régime ne vaut pas d'être défendue avec leur corps et leurs unités, toute l'architecture de répression s'effondre simultanément. L'aile diplomatique comprend cela et tente d'en faire un levier. Selon l'analyse du Critical Threats Project, l'équipe d'Arachi et de Peskian explore discrètement la possibilité de rallier les commandants de l'Artèche à son camp dans le conflit interne. Pas un coup d'État au sens traditionnel. Un alignement d'intérêts institutionnels entre la faction diplomatique et l'armée conventionnelle, qui ferait basculer l'équilibre interne du pouvoir loin de Vaidi et du CGRI. Le CGRI interprète tout mouvement de l'Artèche vers l'aile diplomatique exactement pour ce qu'il serait. Une tentative de coup d'État. Et lorsque le CGRI identifie quelque chose comme un coup d'État, sa réponse n'est pas proportionnée, elle est absolue. Washington le sait. C'est pourquoi Washington attend. Parce que le moment le plus dangereux de cette crise n'est pas celui où l'Iran accepte de négocier. C'est celui où Vaidi décide que la menace interne venant d'un alignement entre l'Artèche et les diplomates est plus urgente que la menace externe du blocus américain, et tourne le CGRI vers l'intérieur. Un régime qui retourne son appareil militaire contre ses propres forces armées, dans un pays où la population est déjà en révolte ouverte, et où l'économie se trouve à quelques jours de l'arrêt des pluies, n'est pas un régime qui se stabilise. C'est un régime dans ses convulsions terminales. C'est le genre de campagne de pression lente et brutale qu'on ne peut pas réduire à un slogan de campagne sans perdre la partie qui compte vraiment.
À l'extérieur des frontières de l'Iran, l'isolement produit par le blocus a atteint un point qui aurait été inimaginable même il y a 3 mois. La Chine, le pays qui achetait 90% des exportations pétrolières de l'Iran, qui a signé avec Téhéran un partenariat stratégique de 25 ans promettant des centaines de milliards d'investissements, qui a fourni une couverture diplomatique dans les forums internationaux et un soutien technologique qui a permis aux infrastructures iraniennes de fonctionner sous la pression des sanctions occidentales, s'est tue. Pas supportive, silencieuse, ce qui est un message en soi. L'appel téléphonique de Xi Jinping est allé à l'Arabie Saoudite, pas à l'Iran. Les déclarations du ministère chinois des Affaires étrangères donnent la priorité au maintien d'Ormuz comme voie maritime internationale ouverte. Des navires chinois essuient les tirs des mêmes forces du CGRI avec lesquelles le partenariat de Pékin était censé s'aligner. Et la sécurité énergétique de la Chine, sa stratégie commerciale en yuan, ses relations commerciales dans le Golfe, tout cela exige un Hormuz fonctionnel que la politique de tir contre les pétroliers de Vaidi menace directement. La Chine ne sauve pas l'Iran. Elle calcule si un affaiblissement supplémentaire de l'Iran sert mieux les intérêts chinois que sa stabilisation. Et la réponse à ce calcul n'est pas évidemment en faveur de Téhéran. La position de la Russie est tout aussi froide sous la solidarité de surface. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov a condamné le blocus américain comme illégal et a défendu les droits nucléaires de l'Iran au forum diplomatique d'Antalya. Puis il a déclaré dans le même forum que la Russie était prête à fournir des ressources énergétiques à la Chine et à d'autres pays touchés par la crise. La Russie annonce qu'elle est prête à remplacer le pétrole iranien sur les marchés chinois, tout en affichant sa solidarité avec le pays dont elle se prépare à capter les parts de marché. Chaque baril que l'Iran ne peut pas exporter est un baril que la Russie peut vendre. Chaque semaine où le blocus tient, les revenus énergétiques russes augmentent et la dépendance de Pékin envers Moscou s'approfondit. Le soutien de la Russie à l'Iran est le soutien d'un concurrent qui a besoin du récit de partenariat tout en profitant de l'effondrement de son partenaire. Le réseau de mandataires qui constituait l'expression concrète de la puissance régionale de l'Iran depuis 40 ans s'évapore en même temps que les flux financiers qui le soutenaient. La haute direction et la structure de commandement du Hezbollah ont été systématiquement éliminés. Le Hamas a été écrasé à Gaza. Les Houthis sont en combat naval direct avec les forces américaines et évaluent si la poursuite de l'escalade en mer rouge sauve Téhéran ou accélère une frappe israélo-américaine contre leur propre position. Les milices irakiennes reculent sous la pression du gouvernement de Bagdad. Chaque organisation de l'axe de la résistance a vu l'opération du CGRI échouer en 20 minutes dans ses propres eaux territoriales et a tiré la même conclusion. Si Téhéran ne peut pas protéger son propre détroit, il ne peut garantir la sécurité de personne d'autre. Si l'Iran ne peut pas garantir la sécurité, la logique de mourir pour Téhéran s'effondre. Une fois que cette question est posée à l'intérieur de ces organisations, elle ne peut plus être retirée. Le projet de projection de puissance régionale bâti pendant 40 ans à travers des réseaux de mandataires et une idéologie de résistance était soutenu non seulement par la puissance militaire, mais par la perception que le centre pouvait tenir. Cette perception est brisée, et une perception brisée ne peut pas être reconstruite avec de l'argent qui n'existe plus. 10 à 14 jours. Voilà la fenêtre avant que la capacité de stockage pétrolier de l'Iran soit complètement remplie et que l'arrêt des puits devienne inévitable. L'arrêt des puits de pétrole n'est pas une décision politique que l'on peut renverser lors d'une réunion de comité. C'est un événement géologique aux conséquences permanentes. Lorsque la pression souterraine est relâchée par un arrêt dans ces conditions, les dommages aux réservoirs commencent. Cela peut prendre des mois à réparer dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, réduire définitivement la capacité de production. Certains puits arrêtés dans des conditions de blocus prolongés, avec un stockage plein et aucune possibilité d'exportation, ne se rétabliront pas entièrement. Le blocus ne coupe pas seulement les revenus actuels de l'Iran. Il dégrade de façon permanente la base d'actifs qui générait les revenus futurs après tout accord éventuel. Chaque jour où l'horloge avance, les dégâts économiques d'un possible règlement futur s'aggravent, ce qui réduit l'espace dans lequel un accord est viable, ce qui prolonge le blocus, ce qui fait avancer encore davantage l'horloge. Le calendrier fait ce que la communication politique ne peut pas faire, tenir le score sans applaudissements, sans excuses et sans podium à logo. Le paradoxe iranien du raffinage rend cela inévitable de la manière la plus visible possible. Le pays produit du pétrole brut à grande échelle, mais il ne peut pas en raffiner suffisamment sur son territoire pour répondre à sa propre consommation. Il exporte du brut et importe des produits raffinés. Le blocus a scellé simultanément les deux extrémités de cette boucle. Rien ne sort, rien n'entre. Et le résultat, ce sont des fils d'essence dans un pays producteur de pétrole, qui communiquent l'échec du régime à chaque citoyen qui les rejoint plus puissamment que n'importe quel message de l'opposition ne pourrait le faire. Pezeshkian parle de négociations urgentes. Le CGRI bloque chaque canal. Ghalibaf veut un accord et regarde par-dessus son épaule le couteau que Vaidi aiguise. Arakchi annonce que le détroit est ouvert et voit le CGRI le contredire par des tirs réels le même jour. Le guide suprême comateux ne peut pas fournir l'autorisation dont le système a besoin pour toute décision majeure. L'approbation imaginaire que Ghalibaf obtient depuis la chambre de soins intensifs de Mojtaba Khamenei
est la fiction constitutionnelle sur laquelle repose actuellement ce qui reste de la gouvernance iranienne. 4 hommes issus des casernes de 1988 n'ont presque plus de temps pour décider si l'Iran survit ou brûle. Ils connaissent les dossiers les uns des autres, ils connaissent les échecs les uns des autres, ils se disputent les mêmes promotions et règlent les mêmes comptes personnels depuis 40 ans. Et ils prennent maintenant des décisions existentielles sur l'avenir d'un État doté de capacités nucléaires, dans des conditions de pression externe maximale, de marge financière nulle, d'effondrement militaire interne et de soulèvement populaire, qui perd patience plus vite que les réservoirs pétroliers ne se remplissent. Les États-Unis n'ont pas attaqué l'Iran. Ils ont créé les conditions dans lesquelles l'Iran s'attaque lui-même. Ils ont rendu la doctrine de guerre du CGRI financièrement insoutenable, tandis que cette même doctrine détruit les options diplomatiques qui pourraient alléger la pression financière. Ils ont rendu impossible le maintien du contrat social entre le régime et sa population, tandis que le conflit interne empêche les décisions qui pourraient le restaurer. Ils ont rendu chaque stratégie de survie des factions iraniennes dépendante de la défaite des autres factions avant que l'horloge n'arrive à son terme, tout en s'assurant qu'aucune faction n'ait assez de temps pour vaincre décisivement les autres avant que la situation ne devienne irréversible. C'est peu être l'une des opérations les plus stratégiquement sophistiquées de l'histoire militaire et économique américaine moderne. Pas une guerre, un piège. Installé avec des navires de guerre, des sanctions et de la patience. Appâté avec les revenus pétroliers, le financement des réseaux de mandataires et la légitimité du régime, refermé par les impératifs institutionnels du CGRI lui-même. Il est presque gênant pour l'école politique du seul grand geste spectaculaire que le mouvement le plus dévastateur ici soit une retenue disciplinée. Les États-Unis n'avaient pas besoin d'attaquer le gouvernement iranien. Ils ont construit une situation dans laquelle le gouvernement s'attaque lui-même. Mais voici le détail que Washington observe avec le plus d'attention et le plus d'anxiété. Un régime acculé ne joue pas toujours rationnellement. Une faction militaire qui a identifié sa propre survie comme distincte de la survie du pays, qui voit son empire économique se réduire, ses réseaux de mandataires s'évaporer et son propre personnel abandonner ses postes, ne choisit pas toujours l'option qui minimise les dégâts. Parfois, elle choisit l'option qui maximise le chaos, parce que dans le chaos, le CGRI conserve la capacité de répression qui lui donne sa pertinence. Dans le chaos, la population civile a trop peur pour manifester. Dans le chaos, la faction diplomatique ne peut pas négocier, parce qu'il n'existe rien d'assez stable autour duquel négocier. Le calcul de Vahidi n'est peu, être pas de sauver l'Iran. Il est peu, être de survivre à l'effondrement en contrôlant l'effondrement. Et ce calcul, appliqué par un homme avec son histoire personnelle, commandant une organisation avec sa structure institutionnelle, dans un pays doté de capacités nucléaires, est ce qui pousse les analystes américains à observer chaque signal venu de Téhéran, avec l'attention particulière que seuls les scénarios les plus dangereux peuvent susciter. Les rues brûlent, les soldats désertent, les puits se remplissent, les diplomates ont peur. Les généraux tirent sur des pétroliers pendant que le ministre des Affaires étrangères annonce la paix. Et l'homme qui devait prendre la décision finale ne peut pas ouvrir les yeux. L'horloge tourne, Washington attend. Et l'Iran manque de temps pour décider si le régime survivra en concluant un accord ou s'effondrera en essayant d'en éviter un. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.